Chères danseuses, chers danseurs, je suis Julien, le chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Aujourd'hui, pendant cette période de crise sanitaire mais aussi économique, le mot transition digitale est plus que jamais sur toutes les lèvres des dirigeants, entrepreneurs et direction marketing communication. Mais aussi de l'État qui entend aider les entreprises dans ce changement. Et ce n'est pas étonnant, car c'est un des leviers majeurs pour la pérennité économique de notre pays et sa relance. C'est pour cette raison que nous avons souhaité, au travers de cet épisode très spécial, organiser une table ronde pour échanger avec des acteurs phares de la digitalisation, les développeurs web. Un métier très demandé, mais qui reste à la fois méconnu. Vous allez dans cet épisode mieux les connaître et ils nous partageront leur vision de cette transformation numérique. Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Ok, on va faire la présentation des différents intervenants de ce soir. On va commencer par Maëlys. Maëlys, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ton parcours Ok, je suis donc Maëlys, je suis dev à mon compte depuis 10 ans maintenant, après avoir essayé les bancs de la fac et cherché mon futur métier. Et voilà, et petit à petit je me spécialise pour faire de plus en plus de dev et de moins en moins du reste, donc de moins en moins d'intégration graphique. Ok, et si tu devais nous dire un avantage et un inconvénient à la transformation digitale aujourd'hui ? Pour moi, le principal avantage, c'est que ça nous permet de faire évoluer nos métiers. C'est très très intéressant d'avancer avec les entreprises et de se former au fur et à mesure. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Et l'inconvénient, c'est, je dirais peut-être le tout de suite. Le fait que tout le monde le veuille en même temps et donc de devoir tout gérer en même temps. Ok, Sébastien. Comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es aussi, ton parcours, et si toi aussi tu as un avantage, tu pourrais nous donner un avantage et un inconvénient à la transformation digitale aujourd'hui ? Alors moi, du coup, c'est Sébastien. Ça fait 20 ans maintenant que je fais du développement. Donc j'ai commencé dans une start-up à Paris, dans le monde des télécoms, comme développeur full stack. Et puis mon parcours a été, on va dire, échelonné de divers passages en tant qu'indépendant et en tant que salarié de différentes sociétés. Et aujourd'hui, après quelques mois sur une société à Toulouse, où j'ai travaillé sur un projet RSE, je me remets en tant qu'indépendant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond le plus, en fait, pouvoir gérer mon temps, pouvoir gérer mes relations et mes projets comme je l'entends. Et voilà, je m'intéresse beaucoup ces derniers temps à tout ce qui est Green IT et au code vert aussi, pour rejoindre ce que fait Johan. Content de redevenir indépendant et voilà. Et Johan, alors, Johan, qui es-tu ? Tu peux nous donner un peu ton parcours aussi, et puis pareil, même question que pour les autres, si tu devais nous dire un avantage et un inconvénient à la transformation digitale aujourd'hui. Oui, alors donc du coup moi je suis Johan Le Sachet, je suis développeur à mon compte depuis 8-10 ans. Je suis un passionné à la base parce que je suis autodidacte dans le web. J'ai commencé ça en parallèle de mes études, et à la sortie de mes études je me suis dit qu'en fait c'est ça que je voulais faire, et voilà, progressivement je suis devenu complètement indépendant là-dessus. Et j'aime beaucoup en fait le challenge intellectuel de chaque projet, répondre à des problématiques, justement, résoudre des problèmes, aider des gens. Moi je vois vraiment ça comme un milieu humain, et j'aime bien apporter ma pierre dans chaque équipe pour les faire avancer. Donc je dirais que c'est ça un des principaux avantages de la transformation digitale, c'est de vraiment pouvoir avoir des solutions sur mesure, de ne pas avoir des grands outils qu'on mettrait à tout le monde, mais vraiment de pouvoir s'adapter à chaque équipe. Mais l'inconvénient, c'est que parfois notre métier, je trouve, un peu mal compris sur les difficultés qu'il peut y avoir, le temps que ça peut prendre, certaines choses, pourquoi certaines choses prennent beaucoup de temps, d'autres choses pas du tout. Et je trouve qu'il y a quand même une vraie pédagogie à avoir, et parfois ça c'est un petit peu difficile à gérer. Super, maintenant que les présentations sont faites, il ne nous reste plus qu'à lancer la discussion. Ok, donc on va recentrer un peu tout ça. Je vais vous poser des questions autour du thème, donc n'hésitez pas à réagir entre vous.
Alors, quels sont les enjeux d'une transformation digitale et pourquoi, selon vous, est-elle primordiale pour une entreprise? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Bah aujourd'hui, les enjeux, enfin, dans mon point de vue, c'est vrai que quand on voit avec le confinement, etc., toutes les sociétés qui sont mises au e-commerce et toutes les plateformes digitales qui se sont créées ont créé des canaux de vente qu'ils n'avaient pas. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement indispensable pour ces sociétés-là qui s'y mettent peut-être malgré elles. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on leur apporte un conseil et puis le nombre de plateformes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, qui permettent effectivement de monter en 5 minutes des sites e-commerce. Apporte des outils super intéressants, quoi. Donc, je sais pas ce que... Ouais, tout à fait, hein. Je trouve aussi, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment exacerbé en ce moment. C'est une tendance de fond, mais c'est exacerbé en ce moment. Le monde de demain est quand même vraiment numérique, avec les problématiques que ça pose, hein, mais voilà, il faut peut-être introduire plus d'humains là-dedans, mais je pense que c'est un vrai espace à développer. Ouais. Et toi, Maëlys, à ton avis, c'est si primordial que ça pour une entreprise de passer à une transformation digitale? Ouais, je pense que oui. Et en fait, je pense que la transformation digitale, elle était lancée. Elle était juste sous-jacente. Et la situation sanitaire actuelle, le fait de fermer les commerces et tout, a juste mis un coup d'accélérateur dans cette transformation-là. Donc après, à nous d'être efficaces pour qu'elle soit faite correctement et pas à la va-vite et bâclée. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que là, on a des gens qui s'y mettent que maintenant et qui du coup peuvent se retrouver dans une situation où des développeurs sont surbookés, ou du coup il va peut-être y avoir une perte de qualité potentiellement, alors que c'est des gens qui se tournent peut-être pour la première fois vers du e-commerce. Et c'est une responsabilité de notre profession de garder des standards et de proposer aussi des choses adaptées. Hein. Je ne sais pas si toutes les entreprises doivent être forcément digitalisées totalement. Il y a quand même une vraie réflexion derrière. Il y a des bonnes raisons de le faire et je dirais qu'il y a des moins bonnes raisons de le faire. Éliminer des salariés, c'est pas forcément une bonne raison de digitaliser. Il y a des impératifs économiques, mais je pense que pour moi, je vois vraiment ça comme un outil pour faciliter la vie des gens, plutôt que les remplacer. Donc oui, la transformation digitale, ok, votre rôle dedans, mais du coup, vraiment votre rôle, c'est quoi dans cette transformation digitale des entreprises? Je dirais qu'on est accompagnateur ou facilitateur. On est là pour faire le lien entre des entreprises qui n'ont pas forcément les pieds dans le digital et nous on est à fond dedans, donc on est là pour faire le lien. Moi j'aime beaucoup conseiller. J'essaye de comprendre ce que fait l'entreprise pour arriver à un conseil qui soit de qualité et qui permette d'obtenir le résultat dont l'entreprise a besoin et pas ce que j'aimerais vendre. Ouais, je trouve que c'est tout à fait ça. L'aspect sur mesure, vraiment s'adapter à l'entreprise, adapter les solutions, faire du conseil, parce qu'il y a tellement d'offres aussi, tellement de services qui se développent, comme on en parlait tout à l'heure, ouais, que notre rôle, c'est à la fois un rôle de veille et du coup de conseil. Je pense que c'est un rôle vraiment majeur. Après, ouais, moi j'ai senti vraiment cette évolution au fil des années, parce que c'est finalement toutes les solutions qui existent aujourd'hui qui permettent de digitaliser assez rapidement, elles sont arrivées je sais pas, sur les 10 dernières années. Ouais. Et avant, où on me demandait effectivement de développer de manière bête et méchante un programme, aujourd'hui je me sens plus dans un rôle de conseil pour expliquer quelle plateforme mettre en place et quelles solutions aller connecter les unes aux autres, parce qu'il y a aussi la vente pure et dure, mais il y a aussi tous les aspects des réseaux sociaux et de la communication globale à mettre en place. Et c'est vrai que moi j'aime aussi ce rôle, comme disait Maëlys, de connecteur et de mise en relation de tout un écosystème numérique qui existe aujourd'hui et qui n'était pas existant encore il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est un milieu qui évolue en plus très vite, donc c'est vraiment il y a vraiment ce rôle à tenir. Ouais. Vous trouvez vraiment que ça a changé sur ces 3 dernières années? Je dirais oui. Je prends cette période au hasard, mais... Ouais, non, mais sur les 3 dernières années, oui. On parlait tout à l'heure de Jamstack, faut vraiment parler du web, hein, sur les technologies web. Il y a des nouvelles tendances, la façon de faire des sites évolue et il y a une grosse tendance de fond sur... donc c'est JavaScript, API et Markdown. Mais globalement, c'est l'idée de décorréler les back-ends des front-ends, et ça fait quelques temps que ça existe comme idée, mais là vraiment elle se popularise. Donc ça, c'est une évolution de fond, et ça veut aussi dire derrière d'avoir un back-end qui pourrait peut-être être amener des infos à plusieurs types de supports, par exemple en parallèle un site, des PDF
des pubs qui seraient affichées quelque part. On peut avoir vraiment voilà, une décentralisation, une recentralisation des données, mais une décentralisation des services. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de veille à faire et que ça évolue quand même tout le temps. On voit apparaître justement là depuis ces 3 dernières années aussi, pour rebondir dessus, ce côté justement vert. C'est un truc qui est apparu aussi récemment. Vous êtes mis, enfin, là, je m'adresse surtout à Johan et à Seb parce que c'est comme ça sur leur présentation. Maëlys, je sais qu'aussi elle est sensible à ça, mais du coup, vous trouvez que c'est un truc qui est apparu récemment, ça a changé le métier? Alors moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis peu de temps. Alors j'ai des convictions vertes, on va dire, d'un point de vue personnel. Et je me suis demandé effectivement comment dans mon métier je pouvais effectivement mettre en place ces valeurs. Et ça date d'aujourd'hui. Là, je viens de rentrer dans un collectif qui s'est créé à Toulouse, qui s'appelle Good IT, qui a été créé il y a peu de temps et qui essaie de fédérer justement des indépendants et avoir des réflexions en fait sur la manière d'arriver à faire du numérique vert, que ce soit sur l'hébergement ou sur la qualité du code, sur plein d'aspects un peu techniques. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais effectivement, c'est tout frais, tout ça, ce genre de sujet. À la mêlée numérique aussi, il y a eu une intervention un des fondateurs européens de Firefox, la fondation Mozilla. Il a amené plein de réflexions sur ces sujets-là, et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet central quoi, qui est porteur et dans lequel beaucoup de développeurs se mettent et essaient de mettre en place des solutions. Ouais, je sais pas si aujourd'hui encore il a déjà transformé vraiment. Je pense que c'est une tendance qui commence et qui va s'accentuer peut-être. En tout cas, c'est aussi une conviction personnelle, donc c'est vraiment quelque chose d'essayer de suivre. Je pense que ça va donner des bonnes choses. Ok, et à votre avis, donc pour donner quelques conseils, par quoi commencent les entreprises pour se digitaliser? Alors, tout dépend des entreprises. J'ai pas mal de petites entreprises qui m'ont contacté récemment pour du e-commerce et qui faisaient déjà un peu de vente en ligne avec Instagram, avec les réseaux sociaux. Et je pense que la digitalisation, elle a commencé par ça. Par Instagram notamment. Instagram et Facebook sont 2 canaux de vente qui ont été mis en place. Pas forcément en passant par la marketplace d'ailleurs de Facebook, vraiment avec la communauté des clients. Et ensuite, certaines se posent la question de passer le cap du site pour que ce soit plus simple à gérer. Et donc voilà, je pense vraiment que c'est les réseaux sociaux l'entrée. Vous êtes d'accord du coup? Bah ouais, je pense, ça me paraît tout à fait pertinent. En fait, c'est un usage personnel, limite, ils connaissent les réseaux sociaux, ils savent les utiliser, et du coup, parfois pour leur entreprise, ils commencent par là. Puis après, il y a des besoins d'image de marque, de fonctionnalités spécifiques ou des choses qui peuvent les amener à vouloir développer plus de choses et à prendre un certain contrôle. Ouais, puis avoir des retours d'utilisateurs assez rapides aussi, peut-être, pour améliorer leurs produits et puis pouvoir peut-être interagir avec leur communauté plus rapidement. Ouais, c'est des entrées pratiques. Alors, selon vous, par quoi commencent les entreprises pour se digitaliser? Comment elles réagissent avec tout ça? Moi, j'ai été donc contactée par quelques entreprises. Donc, pour la plupart, c'est des petites entreprises qui ont commencé par les réseaux sociaux et par utiliser Instagram notamment et Facebook comme canal de vente. Alors, c'est destiné à des gens qui sont déjà clients, a priori, et donc à leur communauté. Et une fois ce canal de vente mis en place, certaines entreprises veulent aller plus loin dans la gestion de stock, dans la gestion des ventes ou vendre plus loin à d'autres personnes. Et donc se tournent vers des vrais systèmes de e-commerce. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Et je pense que c'est parce qu'ils connaissent les outils, ils savent les utiliser. Donc c'est un premier pas facile à faire. Et parfois aussi, il y a des clients qui ont utilisé des services de création de sites automatiques ou préfaits sans besoin de rien coder, qui leur donnent un résultat approximatif, mais dont ils sont fiers et qu'ils ont fait eux-mêmes et qui leur permettent déjà de mettre un pied dans le monde du web et de savoir que c'est des compétences parfois complexes. Donc c'est important de faire appel à des professionnels. Alors on en parlait un peu tout à l'heure, justement sur le côté green. Est-ce que vous pensez que la transformation digitale et la RSE peuvent être compatibles? Alors, si oui, de quelle manière? Sinon, pourquoi, à votre avis, quelles sont les limites? C'est un sujet d'envergure large avec des aspects légaux. Je pense que tout est compatible. Il faut probablement des lois. Il faut les comportements
humains doivent être quand même régis, je pense, par des lois. Donc, pour aller dans une direction précise et commune. Donc, si on veut vraiment que la transformation digitale ait un bon impact social et environnemental, je pense qu'il faut cadrer, il ne faut pas forcément laisser aux entreprises la possibilité de choisir où elles vont. Mais c'est possible de faire des choses. Ouais, puis il y a ces problématiques aujourd'hui de l'audit. Enfin, le RSE, ça veut dire beaucoup de choses et ça englobe plusieurs aspects. Le numérique en est un parmi d'autres, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des plateformes. Il y a même une start-up qui s'appelle Zei qui a levé 2 millions d'euros, là, qui permet justement d'auditer via un questionnaire une société et de mettre en face après des prestataires ou de donner des solutions concrètes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se développe, mais après... Il faut faire attention au greenwashing aussi de tous ces aspects-là. Et puis je pense que nous, en tant que dev, il faut qu'on amène effectivement des solutions concrètes et chiffrées. Quoi, oui, mesurables aussi. C'est vrai que des fois, c'est très compliqué d'avoir telle action va avoir tel résultat dans le numérique. C'est virtuel. On ne voit pas forcément toujours tous les tenants et les aboutissants des actions qu'on a. Et même des petits gestes comme supprimer des choses sur sa boîte mail, ça a un impact environnemental. Donc quand on se dit que ces genres de petites gouttes ont des impacts, alors qu'est-ce qu'on fait, voilà, que faire, dans quel ordre, qu'est-ce qui a vraiment un impact, c'est des vraies problématiques. Hein. Oui, et à l'heure du tout illimité, la plupart des hébergements sont illimités, les boîtes mail c'est illimité ou presque, on fait pas forcément le ménage, on peut garder des dizaines de dossiers et on se rend pas compte de l'impact que ça a sur le stockage, sur les serveurs, tout ça. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il faut que ce soit chiffré pour qu'on se rende compte de notre impact. Mais c'est personnel et professionnel, ça marche dans les deux cas, je pense. Ouais, j'ai l'impression que ça se regroupe beaucoup, de toute façon, quand on est surtout en freelance, ce côté professionnel et personnel. Tes convictions agissent sur ta manière de travailler. C'est sûr. Et vous avez quelques bonnes pratiques, je pense notamment à ce que vous disiez tout à l'heure, les hébergeurs verts et ce genre de choses. Il y a quelques bonnes pratiques qu'on pourrait donner, ne serait-ce que pour le côté green à savoir. Je dirais que la première bonne pratique, c'est d'aller s'informer, parce que comme on dit, on manque d'informations, donc rechercher l'information, de l'information à jour, de toute façon, c'est, je pense, la première étape d'essayer de faire des pas vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques ? Essayer d'éliminer les traces non nécessaires, donc les pièces jointes qui datent de 2012. Ce genre de choses qui sont finalement stockées pour rien, je dirais que c'est une autre bonne pratique, où on sait au moins en tout cas que ça a un petit impact. Ensuite... c'est tout l'enjeu de ce qui se met en place aujourd'hui, c'est d'arriver un peu à informer le grand public et même les professionnels de ces bonnes pratiques-là, mais en tant que développeur, aujourd'hui, la bonne pratique de dev, c'est effectivement d'utiliser ces technos qui permettent de réduire le poids d'une page, par exemple, qui peut être... pour un site identique fait sur WordPress, mal fait, alors j'ai rien contre WordPress en particulier, mais ça peut tripler ou quadrupler le poids d'une page. Et sur un autre site, effectivement, du coup, avoir 4 fois moins de données à transiter, donc ça a sûrement un impact, c'est certain, mais après c'est dur à quantifier. Mais ça fait partie des bonnes méthodes à avoir en tant que développeur, quoi. Je me fais l'avocat un peu de WordPress de temps en temps, mais il y a quand même certains outils qui te permettent d'alléger considérablement. Complètement. Ouais. Alors c'est pour ça que je dis WordPress, mais je dirais un WordPress mal utilisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dev WordPress, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, qui vont installer des plugins, qui font n'importe quoi. Et alors que WordPress est un outil extraordinaire, et s'il est bien utilisé, je pense qu'effectivement on peut arriver au même résultat qu'avec d'autres technos plus complexes à prendre en main. Je pense que tous les outils peuvent arriver au même résultat. C'est une question de savoir-faire. Parfois, il y a des outils qui sont vraiment centrés pour faire ça et qui t'amènent plus facilement à ce résultat-là, en tout cas, de la légèreté et de l'optimisation. Mais c'est pas une garantie. Et voilà. Il faudrait créer des thèmes WordPress labellisés bio. C'est bon, on a la prochaine idée. C'est compliqué. Le thème bio. Le thème bio, ouais. Non mais c'est vrai que je le vois aussi personnellement, les entreprises communiquent beaucoup plus aussi effectivement sur ce thème-là de la RSE, dans leur contenu aussi de sites, et c'est des choses qui peuvent, c'est le petit truc qu'on donne aussi, mais qui peuvent différencier parfois deux sociétés différentes, l'une avec telle valeur et l'autre avec telle valeur. Tout à fait. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. Johan, burger ou poké ? Plutôt burger. Ouais. Ouais. Une spécialité à Toulouse ?
J'aime bien les mecs au camion. Très bon choix. Maëlys, si je te dis confinement, session sport ou session sieste? Un sport à 1000%. Ah ouais? Oh oui. Et lequel? Du cross-training. Vous nous expliquerez exactement ce que je connais c'est. pas le concept. Non, C'est la sieste. C'est la sieste. Et Seb, du coup, dernière question tempo, freelance ou salarié? Alors définitivement freelance. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Justement pour la liberté que ça t'amène de pouvoir choisir tes projets, de pouvoir se sentir libre en fait, d'une certaine liberté d'horaire, de travail, de relations. Moi j'ai eu beaucoup d'expériences différentes en tant que salarié aussi, et c'est vrai que le fait de revenir freelance a toujours été un sentiment de liberté et apporter une énergie nouvelle à chaque fois. Donc définitivement freelance, voilà. Ok, on se projette maintenant. C'est exactement. Est-ce que vous imaginez le futur de cette digitalisation? Plus ou moins. Comment on l'imagine ou Ouais. comment on le voudrait? Tu peux donner les deux. Hein. Moi je le voudrais plus vert et plus... En fait c'est même pas plus vert, c'est plus responsable. On peut faire des choses, c'est difficile d'être parfait dans tous les domaines, mais il faut en être conscient. Donc je l'aimerais vraiment plus responsable et j'essaye d'y travailler moi dans mes projets. Et après, comment je l'imagine, ça c'est difficile parce que cette année a été très particulière et finalement le futur il arrive bien plus vite que ce que j'avais pensé. Les besoins de digitalisation ont explosé et donc je sais pas trop comment l'imaginer. Moi, je le vois tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est-à-dire toujours en plus la digitalisation de tous les services. Mais après, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est un peu le côté sur la protection de la vie privée, quoi. Donc, je l'aimerais, si je le souhaitais aujourd'hui, qu'il y ait une attention particulière qui soit portée à ça, quoi. Et que je pense que moi, ma génération qui a connu effectivement un soin énorme porté à la protection de la vie privée. Aujourd'hui, les gamins qui naissent aujourd'hui sont habitués à être surveillés dans ce monde digital et ils trouvent ça normal, quoi. Donc je trouve qu'il faut aujourd'hui faire attention à ça, quoi. Voilà. D'un point de vue un peu légal, etc. Oui, on a l'impression vraiment que les lois ne suivent pas. En même temps, personne ne peut vraiment suivre la marche de la digitalisation. Et c'est vrai qu'il y a des lacunes et l'aspect de la vie privée, c'en est un. L'aspect responsabilité, c'en est un aussi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des gros enjeux, il y a beaucoup d'argent à faire dans le numérique et donc du coup il y a des gros lobbies, des grandes entreprises, même des grands mouvements juste de personnes qui vont vouloir que le web aille dans une certaine direction pour des besoins commerciaux, mais c'est utilisé par toutes sortes d'objets, de gens et donc on a vraiment en fait à la fois un outil web qui est pris par une dimension commerciale, vraiment de développement de l'argent, des sociétés, de l'économie, et en même temps on a une dimension de connexion des gens à la base. C'est fait pour ça à la base. C'est fait pour ça, de connecter des gens, de connecter des idées, et cette vision-là du web est vraiment prise en tenaille par d'autres visions. Donc, aujourd'hui, le web est un peu isolé dans Google, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise ce moteur de recherche, mais il nous rend ce qu'il a envie de nous rendre, quoi. Donc on s'isole un peu de l'essence de pourquoi est fait ce réseau. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, qu'au niveau politique, ça soit contrôlé, parce que sinon, ça va effectivement être pris par toutes ces grosses entreprises. Quand on voit Amazon aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire, c'est effectivement, nous, on n'a pas été finalement en tant que développeurs prêts à avoir des plateformes qui puissent aider les petits commerçants aujourd'hui à faire face à ça, et c'est un peu un danger, je pense, pour l'avenir, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, justement, avec toutes ces notions RGPD, on a eu quand même un gros crack à cet endroit-là sur les protections de données. Parce qu'avant, on les utilisait à tout va. Maintenant, il faut quand même consentir, même si c'est un peu de la... Le consentement est parfois forcé. C'est ça. Ouais. Et moi, je vous donne une question un peu perso sur ce ressenti-là. Je vois de plus en plus de courants qui s'orientent autour de l'IA, de l'intelligence artificielle ou des neurosciences ou des sciences cognitives autour de la digitalisation, justement, des manières de faire naviguer l'utilisateur. C'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ou pas, ou vous avez entendu parler, webinaire, tout ça?
À part des grands titres parfois dans les médias sur l'intelligence artificielle qui va révolutionner ceci, cela, dans la réalité des choses, j'ai jamais vu du code qui ressemblait de loin à de l'intelligence artificielle. Généralement, c'est un mot qui est utilisé un peu comme un mot marketing. Derrière, c'est 2-3 conditions, if ça, sinon ça. En vrai, ouais, je pense que... C'est un mot qui est un peu galvaudé, parce que tout le monde dit un IA, mais c'est surtout des algorithmes dont on parle. L'IA, c'est de l'apprentissage, c'est un algorithme qui est capable d'apprendre. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Waze, c'est un super truc d'IA, mais voilà, après l'IA, elle est beaucoup dans Facebook pour nous faire vendre leurs produits. Oui, ouais. c'est un peu là que c'est le plus utilisé aujourd'hui, quoi. Bah, oui. C'est vrai, dans la vie d'un dev, moi, je n'utilise pas d'outils qui utilisent de l'IA, ou j'en connais pas, en tout cas. Non. Alors, naturellement, qui dit balle locale dit la collab, dit collectif. Est-ce que pour vous c'est vraiment utile de travailler sur la digitalisation, notamment au sein d'un collectif? Je sais que Johan, on travaille souvent ensemble, avec Maëlys aussi, Seb un peu moins, mais du coup au sein du collectif, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi je dirais qu'en premier c'est de savoir que tu peux aborder un projet et avoir quelqu'un dans ton entourage qui va avoir les compétences que tu n'as pas pour vraiment faire en sorte que ce projet soit complet. Pas besoin d'aller réfléchir trop loin, on a tout un réseau de compétences, ce qui fait que c'est vraiment utile pour faire des trucs sur mesure et adaptés aux clients. Je pense que c'est vraiment un atout important, hein. Et en plus d'avoir des collègues en tant que freelance, je pense que vous êtes d'accord quand même, c'est sympa aussi d'avoir des collègues. Et d'avoir des points de vue différents. Parce que des fois, en tant que dev, on voit les demandes en ligne de code et c'est bien d'avoir un peu plus de recul parfois de voir le projet dans son ensemble et de voir l'objectif et de ne pas aller développer une machine de guerre pour vendre 3 sacs quand même. Exactement, ouais. C'est ça. Oui, puis le fait de travailler, enfin moi j'ai eu aussi une société où j'étais seul, où on était 2, j'avais un petit salarié, effectivement on prenait des projets, on s'est retrouvé complètement sursaturé de travail. Il faut pas oublier, quand on est dev, en fait c'est pas comme un graphiste qui va donner son document, le rendre et c'est terminé. Il y a toujours une maintenance à faire, etc. Donc c'est vrai de pouvoir compter sur un collectif et plusieurs personnes, je pense que c'est sécurisant pour le dev qui s'y retrouve et pour le client qui est sûr de toujours avoir un interlocuteur aussi derrière pour mener à bien son projet. Je pense que c'est des aspects super importants aussi pour arriver à travailler sereinement, quoi. C'est vrai. Ouais, des fois je pense à ça. J'ai pas du tout envie de me reconvertir, j'adore mon métier, mais un jour je me dis si jamais demain je veux changer de métier, j'ai quand même des clients qui comptent sur moi et qui savent pas qu'en fait ils sont un petit peu dépendants, ils sont pas totalement dépendants, mais il faudrait que je les repasse à quelqu'un pour la maintenance, la sécurité, et les fonctionnalités, leurs besoins. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est une forme de mariage, hein. Ils le savent pas trop. Ils le savent pas, ouais, ils savent pas, ils sont mariés avec nous. Ouais. Ils sont mariés avec nous, quoi. Donc, Après, l'avantage d'utiliser des CMS, si on fait du code propre et documenté, c'est que normalement, notre développeur doit pouvoir reprendre le projet et donc on doit pouvoir divorcer et refiler le bébé. D'où l'importance de choisir les bons outils au départ et de ne pas faire confiance effectivement à un développeur qui va faire tout from scratch, comme on dit, et puis tout laisser tomber du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est vrai, c'est très important. Je pense que les agences comme la Cola peuvent apporter cette expertise aussi, ce conseil, quoi. Ouais, justement, c'était la question que je voulais vous poser aussi en dernier. Les bonnes pratiques avant de faire appel à un dev. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à savoir Alors, c'est une question rhétorique, mais notamment poser un cahier des charges, ce genre de choses. Il y a des trucs auxquels vous pensez, ou vous aimez bien avoir quand on vous donne un projet? Aimer bien avoir, oui, il y a un cahier des charges, c'est vachement bien. Après, c'est très rare d'avoir un cahier des charges détaillé et technique, mais au moins de savoir où l'entreprise veut aller. Et ensuite, moi je sais que maintenant, si on me contacte et que c'est trop tôt pour que j'intervienne, avant nous, il y a d'autres étapes. Il y a un chef de projet, un graphiste, on n'est pas les premiers. Donc normalement, avant nous, il y a d'autres étapes. Et du coup, moi, si on me contacte en premier lieu, j'utilise mon réseau pour trouver la bonne personne pour faire le pré-travail. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Même moi, personnellement, j'aime parfois faire ce pré-travail avec le client, d'aller discuter quand c'est des projets de petite envergure, d'aller discuter pour vraiment trouver quelles sont les fonctionnalités dont il a vraiment besoin, pourquoi est-ce qu'il me parle de cette fonctionnalité dont il a entendu parler ou qu'il a vu, mais en fait qui n'a pas l'air de vraiment coller à son entreprise ou à ce qu'il veut faire réellement.
Donc je trouve que c'est parfois un travail qui est intéressant, qui change du code, d'avoir cet aspect humain, d'aller rechercher. Ouais, puis de co-construire un cahier des charges en fait, parce Voilà. que des fois ils savent pas exactement ils connaissent des fonctionnalités, il faut des choses qu'ils veulent, mais ils savent pas comment les mener à bien, et c'est intéressant de partager en amont ça, je pense. Ouais. Et de faire cette partie conseil dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais, donc il y a vraiment, donc c'est ça, pour se préparer, en tout cas que le client soit ouvert d'esprit à avoir des idées de la part du dev, ou en tout cas à y rencontrer des gens qui vont lui permettre de débroussailler son projet pour le préparer pour un dev. Ouais. Eh bien merci à tous. Merci à Maëlys, merci à Johan et merci à Seb pour la qualité de notre discussion qui nous permet de prendre de la hauteur un peu à nous freelance, mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, vous êtes nombreux, j'en suis sûr. Johan, quelle serait pour toi la citation de la fin, un petit mot de la fin? Je dirais Médénagan, c'est une citation grecque, ça veut dire rien de trop. Voilà. Je pense que c'est d'approprier par rapport à un bon dev, je trouve que c'est celui qui en met pas trop. D'accord, ok. Et on peut te retrouver où après ce podcast? Juste après, je vais rentrer chez moi. Et puis en règle générale, j'ai pas une vie numérique si publique que ça. J'ai un site, voilà. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Johan Le Sachet. Ça marche. Maëlys, une citation, un mantra pour clôturer cet épisode? Alors j'ai la citation parfaite. Le meilleur langage pour un développeur, c'est celui qu'on maîtrise. Il y a souvent une espèce de guéguerre entre les développeurs sur quel est le meilleur langage pour faire tel ou tel truc. Et en fait, voilà, pour moi, le meilleur, c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Super. Et on peut te retrouver où aussi après le podcast? Pareil, je suis pas hyper numérique. J'ai un compte Twitter et LinkedIn, mais voilà. Maëlys Amalric. Oui, c'est ça. Et Seb, même question, ton mot de la fin? Alors, j'ai pas de citation comme ça, mais moi j'aurais tendance à dire éteins ton téléphone et prends l'apéro avec tes potes. Ça serait C'est une bonne citation. C'est une sorte de Ça donne citation. envie à tout le monde. Voilà, il faut savoir aussi couper du numérique et désactiver ses notifs et penser à lui-même aussi en fait. Voilà. C'est un peu cliché, mais bon, c'est comme ça. Et on peut te retrouver où après? Toujours pas trop équipé numériquement, à part sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez me trouver. Sébastien Morette, développeur full stack. Voilà. Ça marche. Et ben merci à tous. Merci. Et à très vite pour de beaux projets web. À très bientôt. Merci. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à en savoir un peu plus sur le métier de développeur et sur la transition digitale. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une bonne digitalisation ne se fait pas n'importe comment et avec n'importe qui, mais que si l'on veut qu'elle soit efficace, il vaut mieux faire appel aux bonnes personnes et surtout bien se renseigner. Je remercie Maëlys tout d'abord pour nous montrer que le métier de développeur est aussi un métier de femme, Johan pour nous informer qu'on peut être un développeur green, et Sébastien pour nous avoir fait rimer développeur et valeur. On appréciera les 5 étoiles sur Apple Podcast, et sinon retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming pour nos prochains épisodes. À bientôt!